Et on ouvre ce journal avec cette situation sécuritaire qui reste extrêmement tendue en Israël et un bilan des dernières heures de la guerre contre l'Iran. Depuis le début de la fête de Pessah, Israël fait face à une intensification des tirs sur plusieurs fronts, l'Iran bien sûr, le Liban, mais aussi le Yémen, avec des attaques qui se multiplient et qui s'inscrivent dans une dynamique coordonnée. Au nord, le Hezbollah a lancé plus de 150 roquettes et drones. Il faut préciser que l'essentiel des tirs vise les forces israéliennes engagées à l'intérieur du Liban. Une partie, toutefois, cible directement les localités civiles du nord du pays. Et puis, depuis mercredi soir, depuis l'entrée de la fête de Pessah, une nouvelle escalade avec l'Iran, avec une dizaine de salves de missiles qui ont été tirés vers le territoire israélien. Certains sont des missiles à fragmentation, particulièrement dangereux pour les zones civiles, avec des sous-munitions qui se dispersent à l'impact. Illustration concrète, hier soir à Petah Tikva, un missile est tombé en pleine ville, des dégâts importants à la fois dans une zone industrielle ainsi que dans un quartier résidentiel. Sur le plan humain, le bilan continue de s'alourdir. Selon le Magen David Adom, sur les dernières 24 heures, 68 personnes ont été prises en charge, 35 blessés physiques et 33 personnes souffrant de stress et d'anxiété. Parmi les blessés, un homme de 30 ans, touché au dos, un autre d'une quarantaine d'années, blessé à la tête, et un adolescent de 15 ans légèrement blessé par des éclats de verre. Puis, autre élément marquant, selon le Magen David Adom, 23 personnes ont été blessées en se rendant dans les abris, et depuis le début de l'opération Rugissement du Lion, le bilan est lourd. Plus de 2200 personnes ont été prises en charge par le Magen David Adom et au moins 12 personnes ont trouvé la mort suite aux tirs de missiles depuis l'Iran. Et un chiffre interpelle particulièrement, près de 1200 personnes ont été blessées en tentant de rejoindre un abri. Un rappel très clair, donc, dans ces situations, chaque seconde compte, mais chaque geste doit rester maîtrisé. Et le porte-parole de Mada, Zaki Heller, appelle donc à une vigilance maximale et surtout au respect strict des consignes du front intérieur. Pendant la fête de Pessah, une déclaration très attendue du président américain qui vient donner une dimension supplémentaire au conflit. Donald Trump affirme que la guerre contre l'Iran entre dans sa phase finale. Selon lui, une issue est possible d'ici 2 à 3 semaines. Le président américain évoque des victoires rapides et décisives. Il affirme aussi que les capacités militaires iraniennes ont été largement détruites. Aviation, marine, chaîne de commandement et infrastructures stratégiques. Il annonce également une intensification des frappes dans les prochaines semaines avec la possibilité de viser de nouvelles cibles, y compris des infrastructures vitales. Et puis, dernière menace du président américain il y a quelques heures seulement, il a déclaré cette nuit que l'armée américaine n'a pas encore commencé à détruire ce qui reste. Les ponts seront les prochaines cibles, a-t-il déclaré, et ensuite ce seront les centrales d'électricité. Et sans parler officiellement de changement de régime, Donald Trump laisse entendre qu'une évolution politique est déjà en cours à Téhéran. Sur le terrain, Tsahal intensifie ses opérations. L'armée israélienne affirme avoir porté des coups décisifs aux capacités balistiques iraniennes. Une vingtaine de raids aériens ont été menés dans le centre et l'ouest de l'Iran. Plus de 50 sites de lancement et de stockage de missiles ont été visés. Plusieurs commandements des gardiens de la révolution ont été éliminés et des dizaines de lanceurs détruits. Au total, plus de 140 munitions ont été utilisées par l'armée israélienne. Selon les responsables sécuritaires, la majorité des infrastructures stratégiques, notamment balistiques et en partie nucléaires, ont été neutralisées. Avec une conséquence directe, Téhéran pourrait mettre du temps à reconstituer ses capacités, mais en parallèle, les tirs, comme nous l'avons vu, les tirs depuis l'Iran et d'autres pays comme le Liban et le Yémen se poursuivent. La pression reste donc totale sur le territoire israélien.
Sur le front nord, le ton monte encore d'un cran avec le ministre de la Défense Israël Katz qui adresse une mise en garde directe au chef du Hezbollah, Naïm Qassem. Lors d'une réunion sécuritaire à Tel Aviv, il évoque près de 130 tirs de roquettes le premier jour donc de la fête de Pessah avec un message très clair. Vous paierez un prix très clair. Israël Katz accuse le Hezbollah de viser des civils israéliens et annonce un changement de stratégie. Israël ne se contentera plus de ripostes ponctuelles. L'objectif est de repousser le Hezbollah jusqu'au fleuve Litani et de démanteler les infrastructures dans le sud Liban. L'armée israélienne entend désormais donc frapper plus largement jusqu'à atteindre l'ensemble de ses objectifs sécuritaires. Et on termine ce journal avec une note plus légère, avec un Mazal Tov, puisque le chanteur Omer Adam s'est fiancé. Le chanteur israélien a demandé la main de sa compagne Sacha Israelovitch lors de vacances familiales au Mexique. Le couple qui s'est rencontré il y a que 2 mois seulement a rapidement officialisé sa relation. Elle est d'origine judéo-italienne et diplômée de l'université Reichmann de Herzliya. Un moment de joie donc en contraste avec l'actualité lourde de ces derniers jours. Mazal Tov aux futurs mariés. Et nous allons jeter un coup d'œil sur la météo de ce vendredi 3 avril 2026 avec des températures et une météo qui ne va pas permettre de faire des excursions et de se promener pendant donc Chol HaMoed, en tout cas pas aujourd'hui ni demain. Le temps sera partiellement nuageux à clair, les températures vont continuer de baisser et le temps restera brumeux et chargé de poussière sur l'ensemble du pays. Demain, pas de changement notable. Côté des températures, et la brume, elle, continuera à persister. Ce seront donc les températures prévues pour aujourd'hui jusqu'à 19 degrés à Haïfa, 20 degrés à Tel Aviv, 16 degrés seulement à Jérusalem. Il fera jusqu'à 20 degrés à Beersheva et 25 degrés si vous vous trouvez à Eilat. Le chef d'état-major de Tsahal, Eyal Zamir, a tiré la semaine dernière la sonnette d'alarme lors d'une réunion du gouvernement, avertissant que l'armée israélienne risquait de s'effondrer sur elle-même en l'absence de réforme. Urgence du service militaire. Et pour parler justement des réservistes et surtout de la charge de ces réservistes depuis le 7 octobre, nous sommes heureux d'accueillir David Assouline. David, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous faites partie du parti des réservistes. Vous êtes combattant, vous êtes responsable d'une unité qui fait le lien entre l'armée et les différents ministères en cas de crise. Et vous êtes réserviste, on va dire, païl, actif. Hein. Combien de jours de réserviste, de réserve depuis le 7 octobre ? Moi, personnellement, j'ai fait 150 jours, surtout au début, vu que c'est une unité un peu qui commence les crises. Ça veut dire quand, à la base, elle était prévue pour les tremblements de terre, parce qu'en Israël, il devrait y avoir un tremblement de terre, c'est pas qu'il nous manque des choses. J'espère que ça va pas arriver. Et donc, en cas, hélas, de tremblement de terre, le programme est que pendant quelques jours, l'État a du mal à travailler. Donc, l'armée prend en main tous les problèmes finalement du public pour que tout se passe bien. Et chaque unité, elle a un ministère qu'elle doit s'en occuper. Moi, personnellement, c'est le ministère du Tourisme. Et pour remplacer. Et là, le 7 octobre est arrivé, donc on fait le même travail. Et voilà. On peut, sans dire votre âge, mais vous êtes... 52 ans, il n'y a pas de problème. 52 ans, donc vous n'êtes pas obligé de faire de période de réserve. Non, j'avais à l'époque, à la base, j'ai fait mon armée dans les Givatim, donc j'étais combattant. Après, j'ai fini, comme tout le monde. Et vu que dans mon passé, finalement, j'étais conseiller du ministère du Tourisme, et conseiller du ministre et conseiller du directeur général. Donc, ils ont cherché des gens comme ça. Ils m'ont demandé de revenir. Et je me suis retrouvé dans cette histoire. Alors, d'abord, pourquoi vous auriez pu ne pas participer justement à cet effort de guerre ? Qu'est-ce qui vous a décidé justement à participer d'une manière ou d'une autre ? C'est une question un peu bizarre pour moi, d'un côté. Je pense qu'on n'a pas tellement le choix. Ça veut dire, pourquoi ? Parce qu'ils nous ont attaqués. Pourquoi ? Parce que c'est notre pays, parce que c'est notre maison, c'est notre peuple.
C'est la raison la plus simple. La question, c'est ceux qui font pas qu'il faut leur demander pourquoi. Enfin, je pense que c'est pas l'inverse. Pour moi, ça me paraît tellement normal de faire ce qu'on peut. Au contraire, pour moi, c'est un honneur que je peux aider à faire quelque chose. Aujourd'hui, je suis plus combattant. Je suis de loin. Bon, je fais des millions, mais bon, c'est rien par rapport à ce que d'autres personnes donnent. Et mes amis font 400, 500 jours. Ils sont au Liban, ils sont à Gaza, ils sont un peu partout. Leur vie, elle est complètement arrêtée. Donc, moi, de mon côté, c'est rien. Au contraire, j'espère les représenter. C'est plus un honneur et on dit en hébreu, un srout de pouvoir aider. Alors, justement, peut-être qu'on parle un peu, justement, de toute cette catégorie de personnes qui, depuis le 7 octobre, ont fait, comme vous l'avez dit, 400, 500 jours de Milouim. Est-ce que vous pouvez essayer de nous décrire un peu de quelle manière ces personnes continuent à vivre leur vie de famille, leur vie professionnelle? Comment ça se passe pour eux? Ça se passe dur, ça se passe très dur. C'est comme si vous viviez dans deux mondes parallèles. D'un côté, c'est clair, comme vous m'avez posé la question, pourquoi ils le font? Parce qu'il faut le faire. Et il y a 100% de personnes qui arrivent quand on leur demande de venir et qui viennent, et ils savent pourquoi ils viennent et ils reviendront parce que c'est clair qu'il faut le faire. D'un autre côté, il y a une maison, il y a une femme, il y a des enfants, il y a un employé, il y a des voisins, il y a des parents, il y a toute la vie normale qui est complètement arrêtée. Et dans les premiers mois après le 7 octobre, tout le pays était plus ou moins dans cette situation. Et la vie, d'un côté, heureusement, parce que c'est notre victoire aussi, que la vie continue. Les endroits de travail ont reparti, la vie continue pratiquement normale, tant qu'on peut. Mais il y a une partie de la population où c'est pas normal. Et le problème, bien que vous n'avez pas encore posé la question, mais j'imagine qu'elle va arriver, c'est que sur une petite partie de la population, aujourd'hui, quand on parle des Milouimnikim, des réservistes, à la fin, quand on enlève les petits postes, on parle de 100 000 personnes. C'est rien du tout. 100 000 personnes, 100 000 personnes pour tout un pays, on est 10 millions. Énorme de pour guerre. Un effort énorme on a besoin d'eux. Comme vous l'avez dit, le chef d'état-major, il a allumé le sonal d'alerte, parce que c'est clair qu'il nous manque aujourd'hui des soldats. Et sans parler de tous les blessés, sans parler, hélas, même des morts qu'on a eus. Et puis, c'est une fatigue. Tu peux pas, sur la même personne, c'est pas des sorts. Il n'y a pas de légion étrangère ici. C'est pas une armée privée. On parle de gens tout à fait normaux, comme la fameuse chanson, que le matin, il est chauffeur de bus et le soir, il est au Liban, parce qu'il n'y a pas le choix. Et hélas, le partage du travail, il est plus logique aujourd'hui. Alors, on va reparler bien sûr du repartage et de cette partie de la population qui ne fait pas et qui ne participe pas à cet effort. Mais je voudrais quand même comprendre ceux qui viennent et qui ont fait depuis le 7 octobre 4 fois, 5 fois des périodes de réserve. Comment vous expliquez que malgré la fatigue, malgré les problèmes de famille, malgré les problèmes professionnels, comment vous expliquez qu'ils reviennent quand même et qu'on ne les entende pas tellement? On ne les entend pas tellement parce qu'ils sont là-bas. Et on ne les entend pas tellement parce qu'ils sont épuisés. Et pourquoi ils reviennent? Parce qu'il faut sauver le pays. Et c'est pas un luxe. C'est pas on va en Afghanistan parce qu'il faut aller en Afghanistan. On parle Israël, c'est 14 km de tout le Karem à Netanya. C'est ce matin des missiles du Liban qui sont arrivés jusqu'à Herzliya. C'est notre maison, c'est notre famille, c'est notre vie, c'est notre pays. Et je pense que d'abord c'est l'éducation. Et c'est des gens qui sont sionistes et qui comprennent le besoin et qui sont capables de mettre leurs besoins personnels derrière le besoin général. Et pour moi, en hébreu on dit melach haaretz, c'est vraiment c'est la crème de notre pays. C'est les gens qui sont capables vraiment de donner pour l'autre sans recevoir rien. Il n'y a aucun plus à aller en Milouim personnellement, ni économiquement, pas du tout. Tu perds une vie sans compter tous les dégâts qu'il y a autour, quoi. Pour imaginer les enfants, la famille. Jusqu'à quand ils peuvent faire ça? Théoriquement, jusqu'à 40-45 ans. Non, mais jusqu'à quand ils vont avoir la force, justement, et de répondre, d'aller, de continuer à faire les réserves, les Milouim? S'ils ne le font pas, il n'y aura plus rien. Il n'y a pas le choix. On n'est vraiment pas dans une situation où cette question, elle est même pesable. Ah, je ne peux pas y aller cette fois, c'est pas grave, quelqu'un va me remplacer. Vous savez quoi? Peut-être quand on le remplacera. Peut-être quand il y aura assez pour que chacun fasse un mois. À la base, les gens faisaient 2-3 semaines, un mois.
Là, on parle de 3 à 4 mois par an, dans le meilleur des cas, en temps de paix. Après qu'on a fini la guerre, sans parler de guerre. Et parce qu'il nous manque des soldats. Sur toutes les frontières, tous les fronts, ils ont un problème de façon différente. Donc, il nous manque de soldats. Et l'armée de base, les jeunes, ils sont capables jusqu'à un niveau. Donc, il faut des remplacements. Maintenant, ce problème-là, il n'est pas né d'hier. Il est né d'une conception d'il y a 20 ans, où à l'époque, Ehud Barak était Premier ministre, il parlait d'une armée petite et professionnelle. Et petit à petit, l'État n'a pas investi dans les Miloïmnikim, n'a pas investi pour les garder, pour les tenir en forme. Il n'a pas investi pour dire l'importance de ça. On a bien sûr tout le problème des Haredim qui ne va pas du tout. Et là, on est arrivé à la... Mais est-ce que le fait que justement, à chaque fois qu'on les appelle, c'est ce petit noyau, on va dire, de 100 000, 150 000 personnes peut-être, et qu'ils répondent au présent, est-ce qu'en fait, on se dit, bon, bah, de toutes les manières, ils arrivent, ils viennent, il n'y a plus de problème. Donc, est-ce que c'est pas quelque part un combat perdu d'avance ? Non, c'est pas un perdu d'avance. Même si vous avez raison, je peux pas me permettre. C'est comme on me dit souvent, pourquoi tu es optimiste ? Parce que quand on est pessimiste, on n'a rien à gagner d'être pessimiste, donc je suis obligé d'être optimiste. J'ai pas le choix. C'est exactement la même chose. Non, mais il y a quelque chose dans ce que vous dites. Comme vous l'avez dit au début, je fais partie de la direction du parti des réservistes. On n'était pas un parti. Le réserviste, au début, on était quoi ? On est des gens qui se sont retrouvés le 7 octobre pour aider. Et puis, on a compris qu'il y avait de gros problèmes. Il n'y avait pas d'aide pour les familles, il n'y avait pas d'aide pour les étudiants. Encore, moi, je suis vieux, mais pensez à un étudiant, il perd 2 ans d'études, sans parler du travail, sans parler des enfants, sans parler... Tellement de problèmes. Donc, on s'est créé comme une association pour aider. Et là, on parle beaucoup de paradoxes. Et là, donc, on est arrivé à la Knesset, tout le monde, oui, on va vous aider, tout ça. Et on arrive et les votes ne se font pas. Et les chances ne se font pas. Oui, bien sûr, il faut d'autres soldats, bien sûr, on va tout changer. Et rien ne se fait. Et rien ne se fait. Et rien ne se fait. Jusqu'à un moment, on a compris que si on ne le fait pas de nous-mêmes, ça ne se fera pas. Et donc, on a créé ce parti pour ça. Parce que, hélas, aujourd'hui, la politique israélienne, ce n'est pas ni droite ni gauche. Je ne rentre pas dans ça pour l'instant. Elle est bloquée. Elle est bloquée complètement. Et même si aujourd'hui, je peux vous donner les noms, 80 Chavri Knesset qui pensent pratiquement un à un comme moi. On arrive au vote, ça ne se fera pas. Il n'y a pas de changement. Et pourquoi ? Parce que la droite, elle est bloquée avec les ultra-orthodoxes. Vous savez même quoi ? Leurs représentants ne représentent même pas des ultra-orthodoxes. On n'a pas de problème avec quelqu'un qui est charédique. Chacun vit sa vie comme il le veut, comme il le sent. Au contraire, il y a une belle morale, il y a énormément de belles choses. Mais il y a un intérêt politique de secteur qui est tellement fort, qui bloque le gouvernement, qui bloque le Likoud, qui bloque les autres partis, qui à la base, théoriquement, portent normalement. De l'autre côté... Ils sont bloqués de toute façon, ils sont basés sur les Arabes. On n'a pas besoin de présenter le problème, c'est tellement clair. Donc, on a une situation aujourd'hui où rien ne change. Si je vous prends encore une minute, c'est pour expliquer ça aux gens, peut-être ne pensez pas à la politique, pensez que vous êtes une société. Une société où il y a un board de 8 personnes. OK ? Une société qui se gère bien, plus ou moins, qui avance. Dans ce board, il y en a 2. Ils utilisent la société, mais ils ne participent pas vraiment à la production. Donc, c'est les Haredim. De l'autre côté, il y en a 2, ils sont dans la société, ils l'utilisent aussi, mais je sais pas, ils aiment beaucoup la société d'à côté, et des fois, on a des doutes qui travaillent vraiment avec nous. On a des petits doutes, sans pas dire plus ça. Et au milieu, il y a 4 qui travaillent vraiment, qui veulent faire avancer tout ça, mais ils se tapent dessus toute la journée, à un point qu'ils ont amené la société à la banqueroute, ils ont amené la société à la faillite. Et ce qui s'est passé, c'est que la société elle a fait faillite. Les employés l'ont sauvée. OK ? Et maintenant, ce qui s'arrive, on arrive dans quelques mois à un nouveau vote pour le nouveau board, et on va voter la même chose. Non, mais on est à ce point débile. Et c'est exactement ce qui se passe. Et c'est pas possible, c'est tellement illogique. Si je vous avais dit il y a 2 ans, après le 7 octobre, qu'on arrive à la même chose, vous me dites, mais c'est pas possible, n'importe quoi, tout a changé, les gens ont compris. Alors, la description est très juste, et très bonne. Mais, et vous en avez un peu parlé, il y a une question d'éducation quelque part, et les gens qui viennent justement à ces Milouim, c'est des gens qui ont été éduqués, et ça peut être un milieu laïque, ça peut être un milieu religieux, mais voilà, c'est des gens de tout bord qui connaissent l'importance et qui savent l'importance. Maintenant, il y a toute une partie donc de la population, que ce soit des Haredim, mais que ce soit aussi dans les Chilonim, qui ne participent pas parce qu'ils n'ont pas été éduqués de cette manière. Et pour changer tout ça, ça va prendre beaucoup de temps. Donc, c'est vrai que le signal d'alarme qui a été lancé par le chef de l'état-major est très fort, mais la solution, elle va prendre des années.
Oui et non. Moi, je reste aussi, je vous dis, je suis très optimiste. J'espère que je serai toujours comme ça. D'après moi, il faut retourner à la base. Il y a des choses qui sont... Des fois, tu dis, c'est pas possible qu'on entend ça. C'est comme si je vous dis, j'ai un feu rouge. Mais le rouge, pour certaines personnes, non, ils aiment pas trop le rouge. Eux, ils ont le droit d'avancer. Et il y a interdit de tourner à droite. Mais eux, eux en Pologne ou dans une éducation, eux, ils peuvent tourner un peu à droite. Après, ouais. Et à un moment, il faut dire, stop. On a un État. C'est notre pays à tous. Tout le monde a des devoirs. Payer les impôts, tout le monde doit payer les impôts. Même si moi, ça me fait mal, vous savez quoi? Moi, je suis allergique aux impôts, mais malgré je les paye. OK? Et d'un autre côté, à des droits. Les droits, c'est clair que tout le monde doit recevoir les mêmes droits. C'est pour ça qu'on est une démocratie, une forte démocratie. D'un autre côté, il y a des devoirs. Il faut arrêter avec cette histoire qu'il n'y a pas de devoirs. Maintenant, je ne suis pas extrémiste du tout. Je pense que même, vous savez quoi? Que le Limud Torah, l'étude de la Torah est très importante. Il faut que les meilleurs sont exactement comme les... Je ne sais pas si on a des génies, ou même peut-être qui va parler parce qu'ils font avancer le pays. Mais tout le monde doit donner. Alors, d'abord, à la base, que ce soit clair, tout le monde doit donner. Maintenant qu'on sait ça, s'il y a certaines personnes qui peuvent donner plus en étant, moi, un Shirut Leumi, vous savez quoi? En créant une yeshiva dans un poste de frontière, proche de la frontière égyptienne, qui me permet de sécuriser la région, Dayenu, comme on va dire dans quelques jours à Pessah. Il n'y a pas de problème. Il y a énormément de choses. Mais d'abord, venez, on met la base. Tout le monde doit donner. Tout le monde doit donner. Que ce soit Chiloni d'un côté, que ce soit même arabe. OK, ils peuvent pas aller à l'armée, on comprend qu'il y a un truc qui donne en Shirut Leumi. Donc, il y a énormément de choses à faire. Le problème, c'est qu'on arrive à une situation que là, il va falloir faire énormément de doctorat pour comprendre comment une société, finalement, se détruit de elle-même avec des excuses qu'à la base qu'on peut toujours bien présenter. Je vais vous même donner quelque chose, tellement c'est absurde. Regardez, si moi aujourd'hui, mes enfants qui ont été à l'armée, ils veulent être pris dans un poste à l'État, dans un ministère ou n'importe où, ils ont moins de chances d'être pris qu'une personne qui n'a pas donné à l'État, qu'il soit arabe israélien ou qu'il soit charedim, parce que l'État a permis, avec des contrats politiques, que à l'avance, il y a des postes qui sont que pour les gens qui n'ont pas aidé, genre pour les anciens. C'est pas logique. Tu as donné, tu reçois plus. Tout le monde doit donner. Et il est temps de remettre ça. Du moment où ce soit clair, blanc c'est blanc, tout peut aller très très vite. Je voudrais revenir sur les réservistes et vraiment la situation très difficile dans laquelle ils se trouvent, parce que c'est aussi bien une situation au niveau personnel qu'au niveau professionnel, qu'au niveau de la société. Est-ce qu'ils, aujourd'hui quand même, reçoivent quand même des aides? Est-ce que ça s'est amélioré? On peut pas dire qu'il n'y a pas d'aide. On peut pas dire mais l'État essaye d'aider. La population aide. Et on peut pas dire qu'il n'y a pas d'aide. Mais il n'y a pas de prix. Quand vous perdez une année d'études, c'est pas une question d'aide. Il n'y aura pas. Tu as perdu un an de ta vie. Ouais. Et sans parler de la concurrence. Tu vas pas étudier, quelqu'un d'autre qui prend la place. Pour regarder les employés, bien qu'ils aident tout ça, au bout d'un moment, tu as un ouvrier, tu as un employé, tu as un directeur qui vient pas pendant un an, il est remplacé. Donc, sans parler des problèmes en famille, sans parler des problèmes aux enfants qui grandissent, où le père il est pas là, la peur que quelqu'un vienne te frapper à la porte et t'a donné une nouvelle catastrophique. C'est des choses qui sont immesurables, il n'y a pas de prix. Il n'y a pas de prix à ça. Mais d'un autre côté, on parle toujours des Milumnikim, et c'est important pour moi de dire une chose. Le Milumnikim, c'est pas que le soldat. C'est vraiment pas que le soldat. Le Milumnikim, c'est une idée, c'est une conception. C'est quelqu'un qui sent que l'importance de l'État, l'importance d'Israël, elle est plus importante que son personnel à un certain niveau. OK? Et je n'irai pas vivre à l'étranger parce que j'ai du mal en Israël. Non, je resterai en Israël et j'essaierai que ce soit mieux. C'est ça, donc c'est vraiment un peu tout le monde. J'ai énormément d'amis qui ont fait leur alia, donc qui sont pas rentrés à l'armée, mais ils aident et ils font un repas et ils aident le voisin et ils aident. Pour moi, tout cela, c'est des Milumnikim au même niveau. Mm-hmm. C'est quelqu'un qui comprend l'intérêt, qui se ferme pas les yeux. Ah, il y a aucun rapport avec moi. Une des choses qui m'a fait le plus mal à moi j'habite à Modine. Au début de la guerre, Modine était vide. Il y avait pratiquement plus un homme. 3 km de chez moi, il y a Modine Élite. J'ai été. Vous savez quoi? On a vu comme s'il y avait rien. On était à un autre monde. On était, je sais pas moi, à Brooklyn ou à Anvers. Et c'est pour moi, c'était pour moi, c'est devenu insupportable. C'est pas possible qu'à ce point-là, et on est le même peuple,
on est la même personne. Vous savez quoi, vraiment, et comme les gens ne me comprennent pas mal, j'ai aucun problème avec les Haredim, j'ai la famille Haredite, c'est des gens extraordinaires à certains niveaux. Mais il y a un problème moral, il y a quelque chose qui s'est passé où moi j'ai très peur qu'au bout d'un moment, ils sortent même du peuple, qui arrivent à un niveau tellement extrême. Il y a certaines personnes qui les amènent à un niveau tellement extrême qu'à la fin, ce sera une secte à côté du judaïsme, quoi. Et c'est une phrase très dure, mais j'ai peur qu'on arrive à ça. Pour terminer, on va terminer justement sur ça, sur cette partie qui ne participe pas et qui, pour le moment, visiblement, n'a pas envie de participer. Est-ce que vous accusez plus la direction de cette population, ou est-ce que vous voyez, puisque vous êtes beaucoup dans la société israélienne, vous voyez un changement chez justement peut-être les jeunes aujourd'hui qui ont envie plus de participer, ont envie d'être actifs dans le service militaire? Très clair. C'est pratiquement noir et blanc. Il y a la direction, je ne sais pas comment les appeler, certains s'appellent rabbanim, certains s'appellent politiciens, en hébreu on dit askanim, je ne sais même pas comment on traduit ça en français, des gens qui ont un intérêt énorme et qui gèrent cette population, qui la tient pratiquement en otage. Et que pour t'avancer et pour être pris dans cette école-là, et pour ça, et des aides comme ça, et des aides comme ça, et si tu fais pas exactement ce qu'on veut, tu n'auras pas. Et quand je parle un à un à des citoyens, à des Israéliens, ok, qui sont charedim théoriquement dans leur façon de vivre, on pense exactement la même chose. Ils ont le même mal qu'à moi, que quand j'entends une mauvaise nouvelle, ce qui s'est passé à un soldat. Ouais. Ils aiment le pays exactement comme moi, il n'y a aucune différence, mais ils sont bloqués. Ils sont bloqués, ils me le disent. Premièrement, je n'ai pas appris l'anglais, que je ne vais jamais trouver de travail. Qu'est-ce que je vais faire? Je suis bloqué, et ma femme, et l'école. Donc, il faut casser ça. On est arrivé à quelque chose j'espère que de chez eux, ça va se lever aussi. Très bien. En tout cas, merci David Assouline de nous avoir parlé de ce sujet important. On a l'impression quand même que, même si vous êtes très optimiste, on a l'impression quand même que les choses n'avancent pas. Oui, je sens avec vous. Et là, on arrive un peu sur le côté politique. Finalement, ça dépend de nous. Au bout d'un moment, ça dépend de nous. Si on va voter la même chose parce qu'on a peur, parce qu'à la fin, c'est une politique, on vote plus par peur que par truc. Parce que la gauche, elle va monter. Moi, je suis pas je suis de droite. La droite, elle va monter. Je suis pas de gauche. Et on reste la situation, où on se dit, stop. Je n'ai pas peur de mes voisins. Je n'ai pas peur de. On vote pour la logique. On vote pour la base. Et ça doit changer. C'est pas possible. Très bien. David Assouline du Parti des réservistes. Je pense qu'on aura l'occasion de se reparler et de se revoir dans ce studio. Merci en tout cas d'être venu. Merci. Sur Studio Kelita. Merci beaucoup. Et on ouvre cette revue de la presse avec une question de la presse israélienne et particulièrement du Yediot Aharonot. Que veut vraiment Donald Trump? Dans un discours à la nation très attendu, le président américain n'a pas vraiment clarifié sa stratégie. Au contraire, d'un côté, il affirme que la guerre contre l'Iran est sur le point de se terminer. De l'autre, il promet de frapper encore plus fort dans les prochaines semaines. Un discours jugé confus, parfois même contradictoire. Pendant 19 minutes, explique le Yediot Aharonot, Trump a enchaîné les déclarations sans véritable ligne directrice. Pas d'objectif clair, pas de stratégie de sortie. Résultat, même aux États-Unis, l'incompréhension domine. Et dans le Israelarium, un éditorial qui parle aussi d'un véritable basculement. Selon l'auteur de cet éditorial, Israël vit un changement profond de sa culture sécuritaire. Le pays serait passé d'une posture défensive à une logique d'initiative, frapper, anticiper, changer la réalité sur le terrain. Un tournant illustré par les opérations menées contre l'Iran et ses alliés, mais ce basculement s'accompagne aussi de tensions internes, entre sentiment de victoire stratégique et doute dans l'opinion. Notre point est soulevé ce matin par l'Israël Hayom, le décalage entre le droit international et la réalité sécuritaire. Pour certains experts, l'offensive serait contestable juridiquement, mais politiquement, elle est largement soutenue. Conclusion du Israël Hayom, Israël est en train de redéfinir sa doctrine avec une idée centrale. Pour gagner, il faut changer les règles du jeu. Dans un autre registre, mais toujours en Israël, l'Israël Hayom nous présente un nouveau point d'implantation, Maoz Tzur, qui a vu le jour entre Jérusalem et Tel Aviv.
Une dizaine de familles s'y installent, souvent avec des maris en réserve, des maris en milouim. Résultat, ce sont surtout les femmes qui portent le projet au quotidien. Objectif affiché, renforcer la présence israélienne et sécuriser le terrain dans une zone stratégique pour ces familles. Le 7 octobre a été un déclic. Construire devient une réponse directe à la menace, un symbole d'une nouvelle forme de sionisme, moins idéologique, plus sécuritaire. Et puis, dans l'Israël Hayom aussi de ce matin, Pessar 2026, qui n'a décidément rien d'une fête comme les autres, puisque des dizaines d'alertes ont rythmé la soirée du Seder, venant perturber les célébrations un peu partout dans le pays, dans le nord, mais aussi dans le centre. Certaines familles ont même fait le choix de descendre directement dans les abris pour y célébrer la fête. Une réalité marquante, mais aussi une image forte, celle d'une société israélienne qui s'adapte et qui tient et qui continue malgré tout à célébrer la fête de Pessah. Dans le Yediot Ahronot de ce matin, une scène qui résume à elle seule la société israélienne. Les soldats célèbrent le Seder sur la frontière libanaise, loin de leur famille, dans la même unité, des religieux, des laïcs, des chrétiens et des druzes, tous ensemble autour de la même table. Certains sortent de longs mois de combat à Gaza, d'autres portent des histoires personnelles lourdes, mais tous partagent la même mission, protéger les civils pour qu'ils puissent, eux, fêter normalement la fête de Pessah dans leur maison. Une image forte de cohésion et peut-être l'un des visages les plus puissants d'Israël et de la guerre. Dans le Yediot Ahronot aussi de ce matin, Hanon Daom parle d'un nouveau roman de Ariane Shenbel qui pose une question troublante. Et si on pouvait revenir au 6 octobre pour empêcher le drame? À travers cette fiction, c'est toute la société israélienne qui est interrogée. Le traumatisme du 7 octobre, bien sûr, mais aussi les divisions internes qui l'ont précédé. L'auteur rappelle que l'unité retrouvée pendant la guerre est réelle, mais fragile. Le défi aujourd'hui, ce n'est pas seulement de gagner la guerre, c'est de préserver cette unité dans la durée. Et puis, ce matin, une question qui est posée par le Yediot Ahronot: à qui appartient le Hametz de l'État d'Israël? Chaque année, à Pessah, tout le Hametz d'Israël est symboliquement vendu. Et depuis 25 ans, c'est un arabe israélien d'Abu Ghosh, Hussein Ismaël Jaber, qui l'achète. Transaction officielle organisée par le grand rabbinat pour un montant théorique de 500 milliards de shekels. Et il a 8 jours pour assembler cette somme. Hussein Ismaël Jaber refuse d'ailleurs chaque année de revendre ce contrat à des riches acheteurs étrangers. Et comme il ne règle jamais la totalité de la somme dans les délais, le Hametz revient automatiquement à Israël à la fin de la fête. On termine cette revue de la presse par un texte très personnel du journaliste Amichai Attali dans le Yediot Ahronot. Le journaliste raconte l'histoire de son père de 86 ans, un homme qui a traversé toute l'histoire du peuple juif moderne, la Shoah, les guerres d'Israël, les attentats et le terrorisme. Un homme qui a perdu son fils, dont les enfants et les petits-enfants ont servi et servent encore dans cette guerre. Et pourtant, face à cette situation actuelle, son regard surprend. Pour lui, ce que vit aujourd'hui Israël, ce sont les douleurs de la rédemption, des jours difficiles, Yamim Kashim, mais qui annoncent un basculement. Car malgré la guerre, il regarde la réalité autrement. Les services fonctionnent, les magasins sont ouverts, la vie continue. Et même en pleine guerre, il traverse le pays pour célébrer les fiançailles d'une petite fille. Alors oui, il a peur, oui, il y a des douleurs, oui, il y a des familles brisées, des réservistes mobilisés, des nuits sous les sirènes. Mais pour lui, il se passe quelque chose de plus grand. Israël n'est plus dans une posture passive, il prend l'initiative, il frappe ses ennemis sur plusieurs fronts. C'est peut-être cela le message de cet éditorial écrit à Amichai Attali. Au-delà des visions, au-delà des critiques, il y a aussi une lecture de ce moment, celle d'un tournant historique, un basculement où malgré les épreuves, Israël est en train de reprendre le contrôle de son destin. Shabbat Shalom et Chag Sameach depuis Jérusalem.